Bonjour à tous. Merci d'être connectés de façon matinale pour suivre notre nouveau IRLégal, le dernier de cette année judiciaire, consacré à la responsabilité de l'architecte avant le lancement du chantier. La première question qui va euh, brosser un petit peu à gros traits l'ampleur de la responsabilité des architectes avant chantier sera examinée par Julie Henry. Elle passera ensuite la main à Jeanne de Reyck pour voir ce qu'il se passe si aucun contrat écrit n'a pu être signé entre l'architecte et les maîtres d'ouvrage. Jeanne de Reyck passera ensuite la parole de nouveau à Julie Henry qui examinera la question des incompatibilités euh, entre la profession d'architecte et les autres professions des intervenants sur le chantier. Et enfin, Marie Gillis clôturera l'exposé par la quatrième question relative au contrôle de l'accès à la profession de l'entrepreneur par l'architecte et évidemment à toutes les petits particuliers qui peuvent se poser. Donc, euh, je cède immédiatement la parole à Julie Henry qui va vous présenter le fil rouge à partir duquel ces quatre questions vont être examinées. Voilà, merci Fanny. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je vous présente notre fil rouge. Nous avons monsieur et madame Martin, qui sont des particuliers qui souhaitent construire une nouvelle maison et qui font appel au bureau d'architecte Croquis Plus. Ce sera notre petit fil rouge et vous verrez, nous reviendrons sur cet exemple durant tout notre exposé. Alors, les responsabilités de l'architecte avant chantier, je vais brosser un tableau général avant de prendre 3 points plus particuliers. Donc l'architecte, il a, vous le savez, de nombreux devoirs avant même de commencer le chantier. Et ses premiers devoirs, c'est s'informer, informer et conseiller son client. Ce sont des devoirs qu'il va avoir dès la prise de contact avec son client jusqu'au dernier acte utile de sa mission. Le devoir de s'informer et d'informer, avant d'informer son client, le maître d'ouvrage, il va d'abord devoir s'informer lui-même. Un tel devoir suppose évidemment que l'architecte recueille toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Euh, il va d'abord voir le programme qui lui est confié par le maître d'ouvrage, quelles sont ses ambitions, quel est le budget que le maître d'ouvrage peut y consacrer tout en veillant à la faisabilité du projet. Et cela va supposer un examen approfondi de la situation des lieux, la situation de l'immeuble, si c'est un immeuble existant, ou de la nature du sol, par exemple. Il y a toute une série de contraintes que l'architecte devra déjouer. Tout d'abord, les contraintes administratives, les contraintes urbanistiques, esthétiques, quelles sont les exigences de la commune dans laquelle le bien se trouve, des contraintes techniques, évidemment, des études du sol, y a-t-il des impétrants qui sont à prendre en compte, quelles sont les techniques utilisées et bien sûr de nombreuses contraintes juridiques. On vous parlera plus loin de l'accès à la profession, mais il y a toute une série d'autres points auxquels il faut veiller. Vérifier qu'il y a bien l'attestation d'assurance décennale, si on est dans le cadre d'un chantier qui est couvert par cette assurance. Est-ce que la loi Brenne tient à s'appliquer? Est-ce qu'il y a des obligations de retenue dans le chef des entrepreneurs? Y a-t-il des obligations relatives au chantier temporaire ou mobile, des contraintes aussi juridiques liées à la fiscalité indirecte, s'il y a des aides publiques à conseiller aux clients, etc., etc. Donc il y a de nombreux points d'attention sur lesquels l'architecte doit s'arrêter. Alors, une fois qu'il aura recueilli toutes ces informations, il va assurer la communication et au maître de l'ouvrage et aux différents intervenants sur le chantier. Il va pour ce faire répondre évidemment de la fiabilité des informations qu'il communique, puisque les maîtres d'ouvrage et les autres intervenants devront pouvoir croire tout ce que l'architecte leur dit. Alors, cette obligation de communication, évidemment, ça suppose un devoir de précision dans le chef de l'architecte. Il ne peut pas être approximatif.
Et l'architecte, quand il est face à un maître d'ouvrage profane, devra donner une information complète, mais parfois vulgarisée pour que le maître d'ouvrage puisse effectivement prendre la mesure de toutes ces informations et faire un choix éclairé. Un petit mot sur le conseil d'ordre juridique, vous l'avez vu, maintenant on ne peut pas demander à l'architecte, de donner des conseils, trop pointus à cet égard. Ce ne sera attaché qu'au cadre dans lequel s'inscrit sa mission, c'est-à-dire construire au sens large. L'architecte doit connaître ses limites et pouvoir diriger le maître d'ouvrage vers un avocat, le cas échéant. Mais donc, on ne peut pas, par exemple, demander à un architecte de créer tout un montage immobilier qui pourrait être inapproprié. Donc, dans ces cas-là, évidemment, l'architecte doit passer la main. En ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement du territoire, il faudra bien entendu veiller à ce que les formalités administratives soient accomplies, mais aussi le respect des prescriptions légales et réglementaires, sous peine de se rendre complice d'une infraction pénale, puisque, vous le savez, l'urbanisme et les infractions urbanistiques peuvent être sanctionnées pénalement. Donc voici un aperçu des multiples obstacles qui se dressent en début de projet. Et lors de cette formation, nous allons en aborder particulièrement 3. D'abord, que faire en cas d'absence de contrat écrit. Ensuite, et donc ça c'est Jeanne de Reyck qui va tout de suite vous en entretenir. Ensuite, je vous parlerai des incompatibilités avec la profession d'architecte. Et Marie Gillis vous parlera de l'accès à la profession. Voilà, je passe la main à Jeanne de Reyck. Merci Julie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais donc commencer par la première question de cette présentation. Donc, comment réagir si aucun contrat écrit n'a pu être établi entre l'architecte et le maître de l'ouvrage? Je vais commencer par présenter le fil conducteur. Monsieur et Madame Martin ont fait appel à l'architecte Croquis Plus pour la construction de leur maison. L'architecte Croquis Plus n'a pas fait signer de contrat écrit à Monsieur et Madame Martin. Que va-t-il se passer dans ce cas-là? Donc, il faut savoir que déontologiquement, l'architecte il est tenu de signer un contrat avec le maître de l'ouvrage, contrat qui doit être conclu au plus tard lorsque la mission a été définie. C'est prévu à l'article 20 du règlement de déontologie. L'architecte qui ne fait pas établir un contrat d'architecture écrit commet une faute déontologique et s'expose à des sanctions dites déontologiques également. Nous allons d'abord parler du stade précontractuel. Donc, le maître de l'ouvrage, avant de faire appel à un architecte de manière définitive et complète, il demande parfois à celui-ci de réaliser différentes prestations, comme par exemple une étude de faisabilité du projet. Les maîtres de l'ouvrage souhaitent en fait en premier lieu savoir si l'architecte est en mesure de proposer un programme intéressant et qui correspond au budget. Afin d'éviter toute contestation relative aux honoraires de l'architecte au stade précontractuel, il est recommandé de faire signer ce qu'on appelle un précontrat au maître de l'ouvrage. Et ce précontrat, il est suffisant pour justifier la réclamation des honoraires de l'architecte, toujours au stade précontractuel. Concernant les conventions dites de préétudes ou d'études préalables, le maître de l'ouvrage, il aura toujours la possibilité de mettre un terme à la mission préparatoire confiée verbalement à un architecte sans devoir lui verser une indemnité pour cela. Alors, le contrat d'architecture, que doit-il contenir? Il doit comporter une série d'éléments comme l'identité des parties, le lieu du projet, le type de construction, la mission, le budget, les honoraires. Tous ces éléments sont repris à l'article 3 de la recommandation du 11 octobre 1985 et nous rappelons également à cette occasion que le contrat d'architecture, il n'est pas soumis à un formalisme précis. Donc, en d'autres termes, le contrat d'architecture, il peut consister en une simple convention sous seing privé, puisque la forme authentique n'est pas requise dans ce cas-là. Alors, on va maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Donc, que se passe-t-il si aucun contrat d'architecture n'a pu être établi? Donc, en l'absence de contrat d'architecture, 2 questions vont se poser. Tout d'abord, la preuve de l'existence de la convention en tant que telle, mais également la preuve de l'étendue de la mission qui a été confiée à l'architecte. Donc, il faut savoir que le contrat d'architecture, c'est un contrat civil, et donc ce sont les règles de droit civil en matière de preuve qui vont s'appliquer. Même si, comme je l'ai dit, l'absence d'écrit constitue une faute déontologique, l'architecte il peut toujours tenter d'établir
l'existence d'une convention par les moyens offerts par le Code civil, à condition qu'il puisse établir l'existence d'un commencement de preuve par écrit. Et cette règle, elle se trouve à l'article 8.13 du Code civil. Et le commencement de preuve par écrit, il est quant à lui défini à l'article 8.1 septièmement du Code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte juridique ou de celui qui le représente, rend vraisemblable l'acte juridique allégué. Et donc, le commencement de preuve par écrit, il doit émaner du maître de l'ouvrage et il va ensuite ouvrir la porte aux autres moyens de preuve, comme les présomptions ou les témoignages. Et donc, en d'autres termes, l'architecte il peut toujours tenter d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat verbal par des échanges d'SMS ou d'emails ou encore des factures qui seraient honorées par le maître de l'ouvrage. Bon, j'ai été un peu trop vite, je pense. En cours de mission, il est recommandé à l'architecte de garder une preuve écrite de tous les conseils qu'il va fournir au maître de l'ouvrage, notamment par exemple en cas de dépassement de budget dû à des demandes complémentaires des maîtres de l'ouvrage. L'architecte il doit veiller à établir des conventions additionnelles portant sur ces travaux complémentaires qui sont demandés par les maîtres de l'ouvrage. Il existe une jurisprudence assez intéressante qui illustre bien ce principe. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 5 décembre 2013. Qu'est-ce qui s'était passé en fait dans ce cas-là? Donc, on avait un maître de l'ouvrage qui souhaitait réaliser une extension de son habitation pour un montant de 50 000 €. L'architecte a par la suite estimé le coût des travaux à 85 000 €. Et l'architecte il va expliquer que la différence de budget elle est due aux demandes complémentaires qui ont été mises par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage il va contester cet élément devant le juge et expliquer qu'il a dû renoncer au projet. Alors, qu'est-ce que la Cour a décidé dans cette affaire? La Cour elle va tout d'abord rappeler qu'il appartient à l'architecte de prouver les faits qu'il allègue en sa qualité de demandeur et ainsi apporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage sur les travaux supplémentaires réalisés. Ensuite, la Cour d'appel de Liège elle va estimer que l'architecte ne rapportait pas à suffisance la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage sur l'augmentation de budget. Dans le cas d'espèce, l'architecte il produisait un courrier dans lequel il déclarait avoir pris note des travaux supplémentaires souhaités par le maître de l'ouvrage et dans lequel il avisait également le maître de l'ouvrage de la possibilité d'augmentation de budget. Cette thèse de l'architecte ne va pas être suivie par le juge puisque l'architecte ne va pas être en mesure de fournir la preuve de l'envoi de ce courrier et la Cour d'appel de Liège, elle va estimer que l'architecte devait veiller à établir une convention additionnelle, chose qu'il n'avait pas faite ici. Alors, en cas de dépassement de budget, la jurisprudence majoritaire elle considère généralement qu'un dépassement de l'ordre de 10% est acceptable, même si aucun événement ne permet d'expliquer le dépassement de budget. Au-delà de 10%, la responsabilité de l'architecte pourra être retenue s'il n'est pas en mesure de justifier le dépassement. Donc, au final, on a deux situations. Soit l'architecte est fautif car il a par exemple commis des erreurs d'évaluation concernant le budget des maîtres de l'ouvrage ou parce qu'il a conçu un projet trop ambitieux, soit l'architecte n'est pas fautif, il y a un dépassement de budget, mais en raison de demandes qui sont formulées par le maître de l'ouvrage directement, comme par exemple un choix de matériaux plus onéreux. Alors, que se passe-t-il maintenant en cas d'augmentation successive de budget? On va partir d'un exemple. Donc, on a une convention qui prévoit un budget de 200 000 €. Le budget, il est augmenté à 300 000 € avec l'accord du maître de l'ouvrage. Et par après, on a un nouveau dépassement de budget à 320 000 €. Dans ce cas-là, la jurisprudence, elle est assez divisée puisque certaines juridictions, elles vont prendre en considération le budget initial de 200 000 € et considérer que l'augmentation dépasse la tolérance de 10%. Et d'autres juridictions, elles vont prendre en considération le budget qui a déjà été augmenté, donc 300 000 € dans l'exemple, et estimer qu'on ne dépasse pas la tolérance de 10%. Au niveau de la preuve de l'étendue de la mission confiée, la mission confiée à un architecte, elle est présumée être une mission complète à défaut d'éléments contraires. Cette présomption, elle est reprise à l'article 4 de la loi du 20 février 1939 et dans l'article 21 du règlement de déontologie. Cette présomption, elle peut toutefois être renversée puisque, en l'absence de contrat écrit, l'architecte, il a admis de nouveau à prouver par toute voie de droit qu'il n'était pas chargé d'une mission complète, mais d'une mission partielle. Puisque rien n'empêche le maître de l'ouvrage de choisir pour le contrôle de l'exécution des travaux un architecte distinct de celui qui a été chargé de la conception. Dans ce cas, l'architecte il voit sa mission limitée à l'élaboration des plans, mais à condition qu'il ait l'assurance qu'un autre architecte valablement inscrit est bien chargé du contrôle.
Alors, je vous invite maintenant à vous mettre quelques minutes dans la peau d'un juge. Il s'agit d'un réel cas de jurisprudence. Donc, vous avez devant vous une demande de permis d'urbanisme signée par le maître de l'ouvrage uniquement, mais qui est accompagnée de plans de l'architecte portant son nom. Selon vous, est-ce qu'il y a un commencement de preuve par écrit, oui ou non? Voilà, je vous invite à répondre maintenant au petit sondage. Je vois que la majorité d'entre vous a répondu oui. Donc, en réalité, dans ce cas, le tribunal a, oui, estimé qu'il y avait un commencement de preuve par écrit. Pour terminer l'examen de la première question, j'ai donc repris plusieurs décisions de jurisprudence. Vous avez donc ce qui a été admis comme constitutif d'un commencement de preuve par écrit et ce qui ne l'a pas été. Donc, ont été admis par la jurisprudence un croquis émanant du maître de l'ouvrage annoté par celui-ci, la signature par le maître de l'ouvrage d'un plan établi par l'architecte, la signature par le maître de l'ouvrage d'une demande de permis d'urbanisme accompagnée de plans de l'architecte portant son nom. Donc ça, c'était le cas du sondage. En revanche, n'ont pas été admis par la jurisprudence le fait pour l'architecte d'être en possession de plans établis antérieurement par un autre architecte et la correspondance émanant de l'architecte après la consultation et se rapportant aux avant-projets et esquisses du maître de l'ouvrage. Voilà, moi j'ai fini avec l'examen de la première question. Je repasse la parole à Julie. Merci Jeanne. Alors, voici la deuxième question, ou plutôt la troisième question de notre formation. Quels sont les projets dans lesquels l'architecte ne peut pas intervenir? Alors, vous le savez, il existe une incompatibilité entre la profession d'architecte d'une part et celle d'entrepreneur d'autre part. C'est l'article 6 de la loi du 20 février 1939, la loi qui régit la profession d'architecte. Il est donc interdit par la loi à l'architecte d'être lié de près ou de loin à la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés. C'est un principe qui est d'ordre public et qui est également présent dans l'article 10 du règlement de déontologie. Concrètement donc, ça signifie pour l'architecte inscrit au tableau que détenir sous quelque forme que ce soit une participation dans une entreprise de construction ou d'y intervenir en qualité de salarié est totalement interdit. Quel est le critère? Eh bien, c'est que l'architecte doit conserver l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession. On veut assurer l'effectivité du contrôle des travaux réalisés par l'architecte et éviter les situations dans lesquelles l'architecte risquerait de ne pas être indépendant car il se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts. Toutefois, la mise en œuvre de cette règle a parfois fait l'objet de divergences au sein de la profession. Un arrêt de la Cour de cassation de 2012 a clarifié la chose en disant que la portée générale du principe est admise en disant que l'incompatibilité instaurée dans l'intérêt tant de la profession d'architecte que des maîtres d'ouvrage doit être interprétée de manière restrictive. Mais ça n'empêche que toutefois, l'interdiction de cumuler les deux professions est générale et n'est pas limitée au cumul des fonctions d'entrepreneur et d'architecte dans le cadre d'un même projet. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement lorsque l'architecte intervient dans la même construction que l'entrepreneur que cette interdiction existe, c'est dans tous les cas. Donc, jamais on ne peut être et architecte et entrepreneur. Depuis lors, il y a une jurisprudence constante. Quelle est la sanction en pareil cas? C'est la nullité de la convention. Certains ordres régionaux vont même jusqu'à infliger la radiation de l'architecte en cas de violation du principe. Alors,
nous arrivons à un petit cas pratique. Croquis Plus a pour gérant l'architecte Jean, qui était auparavant entrepreneur et avait fondé la société J'entreprends. Il retourne à la profession d'architecte, mais reste gérant de son entreprise de construction J'entreprends. La société, le Conseil de l'ordre se saisit du problème. Monsieur Jean va expliquer que sa société ne réalise que des travaux dans des immeubles qui lui appartiennent à lui ou qui appartiennent à des sociétés dans lesquelles il détient des actions. Il explique également qu'il n'y a qu'un seul maître de l'ouvrage et il réalise les projets, mais il ne les contrôle pas. Le Conseil de l'ordre va estimer que la prévention est établie et qu'il existe une incompatibilité entre la profession d'entrepreneur et d'architecte et va radier Monsieur Jean de la profession d'architecte. Donc, même si Monsieur Jean ne contrôlait pas l'exécution des travaux, ça a été jugé inacceptable par le Conseil de l'ordre. Un autre grand principe qui régit la profession d'architecte, c'est le principe d'indépendance. C'est l'article 4 du règlement de déontologie qui précise que l'architecte doit disposer de l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession conformément à la mission d'ordre public qui obéit aux règles de déontologie et d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit. C'est un principe qui est également d'ordre public, mais qui est différent de l'incompatibilité, du principe d'incompatibilité. Pourquoi ? Parce que ce principe ne s'apprécie pas en fonction de la qualité d'architecte, mais des conditions dans lesquelles il va accomplir de manière effective sa mission. La notion d'indépendance a un champ d'application donc qui est bien plus large que celui de l'incompatibilité. L'indépendance, c'est une question de fait, c'est un état d'esprit. L'architecte doit pouvoir agir librement face à l'entrepreneur, mais aussi face au maître de l'ouvrage. Le sanction du manque d'indépendance, dans la mesure où c'est d'ordre public, eh bien, lorsqu'il y a un manquement à ce principe, c'est une nullité absolue de l'ensemble des conventions. Nous avons donc encore un petit cas pratique. Monsieur et Madame Martin ont choisi l'entreprise J'entreprends qui a été conseillée par Croquis Plus, car Jean, qui est le gérant de J'entreprends, est le mari de Caroline, qui est l'architecte de Croquis Plus. Alors, dans pareil cas, la Cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'il y avait un manque d'indépendance entre l'entrepreneur et l'architecte du seul fait qu'il y avait un lien marital entre eux. Donc, on ne peut travailler en tant qu'entrepreneur et architecte en étant marié. La Cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'il n'y avait pas une liberté suffisante d'appréciation dans le chef des intervenants. Qu'en est-il en cas de cohabitation légale ou cohabitation de fait ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'il n'y a pas de jurisprudence. Maintenant, c'est des cas qui doivent s'apprécier in concreto et donc le simple fait qu'il y ait un lien de parenté n'est pas toujours considéré comme un manque d'indépendance. On a en effet une décision du tribunal de première instance de Liège dans lequel l'architecte et son frère, qui était entrepreneur, travaillaient ensemble et le tribunal a rappelé que ce n'est pas parce qu'on avait un lien de parenté que de facto il y avait un manque d'indépendance. Dans le cas concret, l'architecte avait fait de nombreuses remarques à l'entrepreneur pendant le chantier qui avait corrigé et d'ailleurs il n'y avait quasi pas de problème de construction. Le tribunal a donc dit que les intervenants avaient travaillé en toute indépendance. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà quelques petits exemples de ce qui a été sanctionné de nullité dans les contrats d'entreprise ou de promotion et d'architecture. Par exemple, lorsque les plans sont dessinés par un entrepreneur et sont signés par l'architecte sans vérification, eh bien, on a estimé qu'il y avait un manque d'indépendance. Une clause du contrat d'architecture où l'architecte se réserve le droit de désigner l'entrepreneur ou vice-versa, ça a été aussi jugé comme fautif. L'entrepreneur qui va supporter les frais d'intervention de l'architecte, mais sans faire appel à lui pour le contrôle, évidemment, ça a été sanctionné, mais n'ont pas été sanctionné le fait qu'un entrepreneur fasse l'avant-projet du cahier des charges
et qu'on constate que l'architecte le vérifie et l'amende, le contrôle, donc ça, c'est tout à fait permis. Il faut évidemment faire attention et que le contrôle de ce cahier des charges soit effectivement réalisé. Autre chose, le fait que l'architecte se soit contenté au stade de la conception d'adapter des plans cahier des charges émétrés que l'entrepreneur avait réalisés, dans la mesure où l'architecte a quand même adapté ses plans, eh bien c'est considéré comme étant admis. Alors, vous le constaterez, c'est assez difficile de mettre en évidence une véritable cohérence entre les différentes décisions. Il y a des juridictions qui sont plus sévères que d'autres. Je pense qu'il faut vraiment regarder le cas concret et à chaque fois que l'architecte se ménage des preuves de son indépendance et du fait qu'il a bien pu exercer sa mission en toute indépendance. Alors, l'architecte et l'agent immobilier. Vous le savez sans doute, il y a un nouveau règlement de déontologie qui est entré en vigueur en novembre 2021 et qui a ajouté des nouveaux articles relatifs à l'exercice de la profession d'agent immobilier par l'architecte. C'était une possibilité qui existait déjà depuis déjà 2018, puisque le Conseil de l'ordre avait publié des consignes à ce sujet. Maintenant, c'est beaucoup plus clair du fait de l'entrée en vigueur de ces articles 32 à 44 du code de déontologie, du règlement de déontologie. Alors, l'accès à la profession pour un architecte d'agent immobilier est assez facile puisqu'il n'a qu'à signaler sa volonté par écrit au Conseil de l'ordre des architectes. Le simple fait d'être inscrit à l'ordre des architectes l'y autorise. Il va donc remplir un formulaire sur le site de l'ordre. S'il devient agent immobilier via l'ordre des architectes, il sera soumis exclusivement à la juridiction disciplinaire de l'ordre des architectes. L'ordre des architectes va donc s'engager à appliquer les normes déontologiques de l'IPI. L'architecte ne sera pas obligé de s'inscrire à l'IPI, mais il devra choisir. Soit il s'inscrit via l'ordre des architectes, soit il choisit de s'inscrire via l'IPI. Et alors là, c'est l'IPI qui contrôlera, qui aura la juridiction disciplinaire vis-à-vis de cet architecte. Dans tous les cas, il faudra respecter les normes déontologiques des agents immobiliers et donc prester avec compétence, honneur, dignité et probité, assurer sa responsabilité civile, professionnelle et son cautionnement, et remplir les obligations de formation permanente imposées par l'IPI. L'architecte va devoir évidemment assurer son indépendance et éviter les conflits d'intérêts. L'article 38 qui régit la question est assez large et donc va permettre aux juridictions disciplinaires de définir au cas par cas les situations de conflit d'intérêts. Dans tous les cas, il faudra qu'il indique sans équivoque à son commettant potentiel qu'il intervient soit en qualité d'agent immobilier, soit en qualité d'architecte. Et il faudra bien informer le client du lien moral, familial, juridique qu'il a avec un autre co-contractant du client. En cas de sanction, l'architecte qui est suspendu ou radié ne sera plus repris dans l'ordre spécifique de l'ordre des architectes et l'architecte devra en informer l'IPI, tout comme l'IPI devra informer l'ordre des architectes pour qu'il n'y ait pas un architecte qui est radié d'un côté et qui peut continuer de l'autre, bien évidemment. Un mot sur les dispositions spécifiques qui sont contenues dans les nouvelles dispositions. Les articles 39 et 40 parlent de l'agent immobilier en qualité d'intermédiaire. Donc, c'est lorsqu'il intervient pour le compte de tiers en vue de conclure un contrat de vente, d'achat, d'échange, de location, etc. Les articles 41 et 42, c'est l'agent immobilier syndic, dans le cadre où il agit dans la gestion et la conservation des parties communes de la copropriété forcée de bâtiments ou de groupes de bâtiments. Et les articles 43 et 44, c'est l'agent immobilier régisseur, lorsqu'il réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers. Un mot sur l'architecte et le promoteur. C'est une question très très compliquée et spécifique qui pourrait faire l'objet de longs développements. Je vais donc l'aborder de manière générale et globale.
Donc le principe d'incompatibilité et d'indépendance qui régissent la profession d'architecte n'implique pas que toute forme de collaboration entre un architecte et un entrepreneur est impossible. Pardon. Une question a souvent été débattue en doctrine et en jurisprudence, c'est est-ce qu'un architecte peut contracter avec un promoteur au regard des règles d'incompatibilité et d'indépendance? Évidemment, le principe phare, ça va rester l'indépendance. Il y a 2 types de promotion à distinguer. La promotion vente, dans lequel le promoteur, vendeur, agit en qualité de maître d'ouvrage et il va faire bâtir pour son propre compte, mais dans le but de vendre l'immeuble, soit en cours de chantier, soit à son achèvement. Dans ce cas-là, le contrôle qui est confié à l'architecte, eh bien, on est presque dans le cadre d'une construction normale et donc il n'y a pas de contrariété avec la loi de 1939 puisqu'il y a un maître d'ouvrage qui est alors le promoteur, un architecte et un entrepreneur tiers. Dans la question de promotion entreprise, la question est plus délicate. Le promoteur, dans ce cas de figure, est l'exécutant des travaux. Donc, le promoteur offre à son client, qui est maître d'ouvrage, ses services en vue de construire le bâtiment. Dans ces cas-là, l'architecte peut avoir pour mission de contrôler la bonne exécution de ceux-ci, dans la mesure où l'incompatibilité entre l'architecte et l'entrepreneur est de stricte interprétation. On ne peut pas confondre l'activité de promotion entreprise, de promotion tout court, avec celle d'entrepreneur des travaux. Le Conseil de l'ordre a déjà rappelé qu'il pouvait exister une incompatibilité contraire à l'article 6, mais qu'il convenait d'examiner in concreto quelles sont les activités exactes qui sont exécutées et s'il existe un éventuel conflit d'intérêts. Par exemple, la Cour d'appel d'Anvers a déjà reconnu la possibilité par le promoteur constructeur de conclure directement avec l'architecte. Pour la Cour, l'article 6 de la loi n'interdit pas au promoteur de s'engager à procurer un ensemble de services, en ce compris ceux qui relèvent de la compétence ou du monopole de l'architecte, et ne lui interdit pas d'ailleurs de contracter lui-même en son nom propre et pour son propre compte avec un architecte. C'est donc un sujet très délicat et très spécifique qui pourrait mériter des développements beaucoup plus importants que dans le cadre de notre formation d'une heure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations plus précises sur ce sujet. Un mot sur les autres professions que l'architecte peut sans difficulté cumuler avec sa profession d'architecte. Celle de géomètre et d'expert, bien sûr, le coordinateur sécurité, santé ou le responsable PEB, on le voit très souvent, architecte d'intérieur, bien évidemment, et paysagiste, urbaniste, ce sont des professions où, sans problème, l'architecte peut le faire. Voilà, j'en ai fini pour les incompatibilités. Je vais donc passer la parole à Marie Gillis pour le dernier point de notre formation. Merci Julie. Donc je vais quant à moi parler des vérifications auxquelles doit se livrer l'architecte avant de commencer sa mission et plus particulièrement la vérification de l'accès à la profession de l'entrepreneur. Donc une fois que l'architecte a vérifié qu'il pouvait intervenir, qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, qu'il est valablement mandaté par un contrat écrit et signé, puisqu'on a vu que c'était préférable, et plus globalement qu'il s'est informé et informé correctement son client sur toutes les contraintes existantes, l'architecte peut commencer sa mission. Et je rappelle qu'on est toujours dans ce contexte avant chantier. Donc lorsque l'architecte est investi d'une mission complète, comme c'est le cas pour Bureau Croquis plus avec monsieur et madame Martin, il a en réalité 3 devoirs. C'est d'abord un devoir de conseil. Il doit conseiller son maître de l'ouvrage pour le choix de l'entrepreneur, fixer et estimer le budget. Il a ensuite un devoir de conception, c'est réaliser les plans, le métré, le cahier de charges, introduire le permis d'urbanisme et faire les plans d'exécution. Et enfin, il a un devoir de contrôle de l'exécution des travaux. Il doit se rendre sur le chantier régulièrement pour contrôler le travail de l'entrepreneur et le corriger si besoin. Alors, dans le cadre de ce légal, on va s'attarder un peu plus sur le devoir de conseil. Ce devoir, il consiste pour l'architecte à recueillir et à communiquer au maître de l'ouvrage toutes les informations nécessaires et utiles à la bonne fin du projet, et ce, du début à la fin de la relation contractuelle.
Donc, c'est la préétude du projet avec les maîtres de l'ouvrage, la fixation et le respect du budget, mais aussi et surtout aider le maître de l'ouvrage à choisir l'entrepreneur qui va réaliser les travaux. Alors, ce choix de l'entrepreneur, c'est surtout s'assurer que l'entrepreneur est effectivement capable de mener à bien le projet, qu'il a les compétences requises pour réaliser un bon travail de qualité. Et ce devoir, il est consacré par l'article 22 du Code de déontologie des architectes. On dit que l'architecte doit vérifier les accès à la profession de l'entrepreneur. Alors, les accès à la profession, ils sont inscrits dans un cadre juridique assez strict. Il y a 2 normes. Il y a lieu de se référer d'abord à la loi programme du 10 février 1998 sur la promotion de l'entreprise, qui dit grosso modo que toute PME, personne physique ou morale, qui exerce une activité professionnelle doit prouver qu'elle dispose cette compétence professionnelle et aussi des connaissances de gestion de base. Ça, c'est général, mais il y a aussi un arrêté royal qui traite des accès à la profession dans le milieu plus spécifique de la construction. C'est l'arrêté royal du 29 janvier 2007.